point lors de la fête du 12e anniversaire de ma fille, mon neveu a accouru, a déchiré l'emballage de son cadeau avant même qu'elle ne puisse le toucher, et a crié « Le MacBook est à moi maintenant ». Tout le monde à table a ri comme si c'était hilarant. Lorsque je lui ai ordonné fermement de le rendre à ma fille, mon père lui a arraché l'ordinateur des mains, l'a fracassé violemment sur le sol, et a hurlé « C'est la punition pour être égoïste et ne pas partager ». Ma fille s'est mise à pleurer en voyant son cadeau d'anniversaire détruit. Ma mère a ajouté « Certains enfants ont besoin d'apprendre la générosité ». Ma sœur a approuvé « Mon fils mérite davantage de belles choses ». Quand j'ai essayé de les confronter, mon père m'a giflé au visage. « Tais-toi et arrête de gâcher la fête !» Ce que j'ai fait ensuite les a tous obligés à assumer les conséquences. Ma fille Lily a eu 12 ans un samedi, à la fin du mois d'octobre. Nous avions prévu une petite fête à la maison, avec la famille proche. Rien d'extravagant, juste du gâteau, de la pizza, et quelques cadeaux soigneusement choisis. Elle me parlait d'un MacBook depuis des mois, me montrant des tutoriels de design qu'elle voulait essayer, ainsi qu'un camp de codage auquel elle espérait participer. J'avais économisé pendant 6 mois pour pouvoir le lui offrir. La matinée semblait parfaite. Lily m'a aidé à disposer des ballons dans le salon, tandis que son jeune frère accrochait des serpentins dans l'embrasure de la porte. Mon mari, David, faisait griller des burgers dans le jardin, et tout semblait s'aligner exactement comme je l'avais espéré. Puis, mes parents sont arrivés avec ma sœur, Vanessa, et son fils de 10 ans, Tyler. Les problèmes ont commencé avant même que quiconque ne s'assoie. Tyler s'est immédiatement emparé des cadeaux emballés empilés sur la table d'appoint, secouant chacun d'eux, et exigeant de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Vanessa a ri au lieu de le corriger. Ma mère a embrassé Lily sur la joue, mais a passé plus de temps à s'agiter autour de Tyler, complimentant ses nouvelles chaussures et l'interrogeant sur son récent match de football. Nous avons d'abord déjeuné. Tyler a monopolisé toutes les conversations, interrompant Lily chaque fois qu'elle essayait de parler. Mon père a encouragé ce comportement, posant à Tyler question après question sur l'école et ses amis. Vanessa rayonnait de fierté. David a croisé mon regard à travers la table, l'expression tendue par la désapprobation, mais nous sommes restés silencieux pour le bien de Lily. Le gâteau est arrivé vers 14 heures. Lily a soufflé ses bougies pendant que tout le monde chantait, son sourire restant sincère malgré les cris faux de Tyler. Elle a fait son vœu les yeux fermés. J'ai placé les cadeaux devant elle, gardant le MacBook pour la fin. Elle a d'abord ouvert les petits cadeaux, du matériel d'art offert par les parents de David, un journal intime de sa grand-mère, et des cartes cadeaux de divers oncles et tantes. À chaque fois, Tyler attrapait le papier cadeau, le froissait, et le jetait à travers la pièce. Vanessa trouvait cela charmant plutôt que perturbant. Puis vint le MacBook. Je l'avais soigneusement emballé dans du papier argenté avec un nœud violet, la couleur préférée de Lily. Elle a tendu les 2 mains vers le paquet, le visage illuminé par l'anticipation. Avant même que ses doigts ne touchent la boîte, Tyler a bondi de sa chaise. Il a arraché le papier en lambeaux violents, déchirant le nœud et le carton en dessous. La boîte s'est ouverte, révélant l'élégant ordinateur portable à l'intérieur. Tyler l'a sorti et l'a tenu au-dessus de sa tête comme un trophée. Le MacBook est à moi maintenant. Sa voix a résonné dans toute la pièce, triomphante et possessive. Tout le monde à table a ri. Le rire de ma mère était le plus fort, un gloussement ravi qui m'a retourné l'estomac. Mon père a tapé sur la table, amusé. Vanessa a souri et a secoué la tête, comme si Tyler avait dit quelque chose d'adorablement précoce au lieu d'être cruel. Le sourire de Lily s'est évanoui. Ses mains sont retombées sur ses genoux, vides et tremblantes. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Tyler, rends ça à Lily tout de suite. C'est son cadeau d'anniversaire, pas le tien. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'avais prévu, mais la situation exigeait de la clarté. Ce n'était pas un malentendu ou une confusion enfantine. Tyler savait exactement ce qu'il faisait. Tyler a serré l'ordinateur plus fort, regardant vers Vanessa pour obtenir du soutien. Elle ne l'a pas déçu. « Oh, allez » a dit Vanessa en agitant la main avec dédain. « Ils sont cousins. Ils peuvent partager. Ce n'est pas grand-chose. » « C'est grand-chose, ai-je répondu. C'est le cadeau d'anniversaire de Lily. Tyler doit le rendre immédiatement. L'expression de mon père s'est assombrie. Il a reculé sa chaise et s'est dirigé vers Tyler mais, au lieu de lui faire rendre l'ordinateur, il l'a lui-même arraché des mains de Tyler. Pendant un bref instant,
j'ai cru qu'il allait faire ce qu'il fallait. Au lieu de cela, il a levé le MacBook au-dessus de sa tête, et l'a fracassé sur le carrelage avec une force brutale. Le bruit des composants qui éclataient a rempli la pièce. L'écran s'est fissuré en toile d'araignée. Des morceaux de plastique ont glissé sur le sol. L'ordinateur gisait détruit. Un objet technologique coûteux réduit à des déchets brisés en quelques secondes. C'est la punition pour être égoïste et ne pas partager. La voix de mon père a tonné dans la maison, son visage rouge de colère dirigé entièrement contre moi plutôt que contre Tyler. Lily a éclaté en sanglots. D'énormes sanglots haletants secouaient son petit corps alors qu'elle fixait les ruines de son cadeau d'anniversaire. Elle avait attendu des mois pour ça, m'avait montré d'innombrables fois ce qu'elle voulait faire avec, et maintenant, il gisait démoli aux pieds de son grand-père. Ma mère a hoché la tête avec approbation. Certains enfants ont besoin d'apprendre la générosité. Elle regardait directement Lily en parlant, comme si ma fille avait commis une terrible offense en s'attendant à garder son propre cadeau d'anniversaire. Vanessa s'est jointe à eux immédiatement. Mon fils mérite davantage de belles choses. Lily en a déjà plein. Tyler n'a presque rien. Les mensonges étaient stupéfiants. Tyler recevait de nouveaux jouets chaque semaine, avait la dernière console de jeu, et portait des vêtements de marque. Vanessa et son mari avaient tous deux des emplois bien rémunérés. Pendant ce temps, David et moi budgétisions soigneusement chaque dépense, et ce MacBook représentait un sacrifice important. J'ai ouvert la bouche pour dire tout cela, pour défendre ma fille et exiger des excuses. Mon père a été plus rapide. Sa main a percuté mon visage, une gifle cinglante qui a fait basculer ma tête sur le côté. Le bruit a claqué dans l'air. Ma joue a brûlé instantanément, la douleur se propageant depuis le point impact. « Tais-toi et arrête de gâcher la fête !» Son doigt pointait vers moi d'un air accusateur. « Tu as toujours été dramatique et égoïste. Ta sœur a raison. Tyler mérite aussi de la considération. » La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des pleurs de Lily. David restait figé, le visage pâle de choc. Mon plus jeune fils avait disparu à l'étage. Tous les autres me fixaient, attendant de voir ce que j'allais faire. J'ai touché ma joue brûlante et je les ai regardés chacun leur tour, mes parents, qui venaient de m'agresser dans ma propre maison, ma sœur, qui encourageait le comportement d'enfant gâté de son fils aux dépens de ma fille, Tyler, qui ne montrait aucun remords. Puis j'ai regardé Lily, les larmes ruisselant sur son visage, son anniversaire complètement détruit. Quelque chose de froid et de clair s'est installé dans ma poitrine. J'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de trembler. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert l'application appareil photo. Que tout le monde reste exactement là où il est, ai-je dit doucement. Je suis en train de documenter tout ça. J'ai photographié l'ordinateur détruit sur le sol. J'ai pris des photos de ma joue rouge et enflée. J'ai capturé le visage baigné de larmes de Lily et les restes de papier cadeau déchirés. Mon père a essayé d'attraper mon téléphone, mais David a fini par bouger, s'interposant entre nous. « Vous devez partir », leur a dit David, la voix stable malgré ses poings serrés. « Vous tous, sortez de notre maison. » Vanessa a ricané. « Tu réagis de manière excessive. C'est juste un drame familial. Vous agressez des gens et détruisez des biens, » a répondu David. « Ce n'est pas un drame familial. C'est un comportement criminel. Partez maintenant ou j'appelle la police. » Le visage de ma mère s'est tordu d'indignation. « Comment oses-tu nous menacer ? Nous sommes ses parents. Et cela vous donne le droit de la frapper ? » La voix de David s'est légèrement élevée. « De détruire le cadeau d'anniversaire de notre fille ? De la traumatiser dans sa propre maison ? Oui, j'appelle. » Ils sont partis, mais pas en silence. Mon père a hurlé des menaces, disant qu'il nous couperait de la famille. Ma mère m'a prévenu que je regretterais cela. Vanessa m'a traité de mesquine et de jalouse du succès de Tyler. Ils ont claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'ai tenu Lily pendant qu'elle pleurait, la berçant doucement et lui promettant que tout cela serait réparé. David a ramassé les morceaux de l'ordinateur cassé et les a mis dans une boîte. Nous avons annulé le reste de la fête et avons passé la soirée à regarder des films ensemble en famille, essayant de sauver quelque chose de bon de ce naufrage. Cette nuit-là, après que les enfants soient allés au lit, j'ai passé plusieurs appels téléphoniques. Le premier était pour une avocate nommée Patricia Morrison, spécialisée en droit de la famille.
J'ai expliqué tout ce qui s'était passé et lui ai envoyé les photos. Elle a écouté attentivement et a posé des questions détaillées sur l'histoire de notre famille. Votre père a-t-il déjà été physiquement violent auparavant, a demandé Patricia. Pas comme ça, ai-je admis. Mais il a toujours été contrôlant et prompt à la colère. C'était la première fois qu'il me frappait en tant qu'adulte. Et la destruction de biens était délibérée et devant témoins. Tout le monde l'a vu faire. Mon mari, mes 2 enfants, ma mère, ma sœur et mon neveu ont tous été témoins de la destruction de l'ordinateur par mon père. Patricia est restée silencieuse un moment. C'est passible de poursuite. Coups et blessures, destruction de biens, et potentiellement mise en danger d'enfants étant donné le traumatisme infligé à votre fille. Mais poursuivre cette affaire détruira probablement votre relation avec votre famille élargie. Ils l'ont détruite eux-mêmes, ai-je dit. Je veux connaître mes options. Nous avons discuté du dépôt d'une plainte à la police, de l'obtention d'une ordonnance de protection, et de la poursuite pour dommages civils concernant l'ordinateur et la détresse émotionnelle. Patricia a recommandé de tout documenter à l'avenir et de limiter tout contact avec mes parents et ma sœur. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte. L'officier qui a pris ma déclaration était professionnelle et minutieuse, photographiant ma joue meurtrie et prenant des notes détaillées sur l'incident. Elle a expliqué que des accusations d'agression pouvaient être portées et que la destruction de biens constituait un méfait criminel. « Voulez-vous porter plainte ?» a-t-elle demandé directement. J'ai pensé aux larmes de Lily, à l'absence totale de remords de mon père, et au schéma de favoritisme et de cruauté qui avait défini ma relation avec ma famille pendant des années. Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte pour agression et destruction de biens. La procédure légale a avancé lentement. Mon père a reçu les papiers l'informant des accusations. Il m'a appelé 17 fois ce premier jour, laissant des messages vocaux de plus en plus colériques. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un unique SMS au groupe de discussion de toute la famille. Après ce qui s'est passé à l'anniversaire de Lily, j'ai porté plainte pour agression et destruction de biens. Toute communication doit passer par mon avocate, Patricia Morrison. J'ai inclus ses coordonnées puis j'ai mis la discussion en sourdine. Ce que je n'ai pas mentionné dans ce message, c'est tout le reste que j'avais déjà mis en branle. Le lendemain du dépôt de plainte, j'ai contacté notre médecin de famille et programmé des rendez-vous pour Lily et moi-même. Le docteur Angela Whitmore a documenté l'état émotionnel de Lily, notant des symptômes de stress aigu et recommandant une thérapie. Elle a photographié mes contusions faciales sous plusieurs angles et a rédigé un rapport détaillé sur l'agression. Ce genre de violence familiale s'intensifie souvent, m'a prévenu le docteur Whitmore lors de mon rendez-vous. Vous faites la bonne chose en créant une trace écrite et en protégeant vos enfants. Ces mots ont validé ce que je savais déjà mais n'avais pas pleinement articulé. Il ne s'agissait pas juste d'une terrible fête d'anniversaire. Il s'agissait de toute une vie à regarder mes parents favoriser Vanessa, excuser son comportement, et s'attendre à ce que j'accepte moins. La violence physique était nouvelle, mais le schéma émotionnel datait de plusieurs décennies. J'ai passé des heures cette semaine-là à parcourir de vieux albums photos et des journaux intimes, documentant des incidents que j'avais ignorés par le passé. Il y avait la fois où mes parents avaient payé tout le mariage de Vanessa mais m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas contribuer au mien, le Noël où Tyler avait reçu des milliers de dollars de cadeaux alors que mes enfants avaient reçu des bricoles symboliques, les vacances en famille où ils avaient emmené la famille de Vanessa tout en expliquant qu'ils n'avaient pas les moyens de nous inclure. Patricia m'avait demandé de compiler une chronologie du favoritisme et des violations de limites. Le document a fini par faire 12 pages. Chaque incident semblait petit isolément, mais ensemble, il peignait un tableau inquiétant de mépris et de rejet systématique. David l'a lu un soir après que les enfants soient allés au lit. Sa mâchoire se serrait davantage à chaque page. Quand il a fini, il a posé les papiers doucement, comme s'il risquait d'exploser. Je savais que c'était mauvais, a-t-il dit doucement. Mais voir tout ça écrit comme ça. Comment as-tu pu supporter ça si longtemps? Je continuais à penser que si j'étais assez patiente, assez compréhensive, il finirait par me voir de la même façon qu'il voyait Vanessa, ai-je admis. Je m'en voulais de ne pas être ce dont ils avaient besoin que je sois. Tu sais que ce n'est pas rationnel, n'est-ce pas? David a pris ma main. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Il n'y a jamais rien eu. Ils ont choisi de te traiter de cette façon. Intellectuellement, je le comprenais. Émotionnellement, je travaillais encore sur les dégâts causés par le fait d'avoir grandi en tant qu'enfant moins favorisé. Le docteur Whitmore m'avait recommandé une thérapie à moi aussi,
et j'avais commencé à voir le docteur Kenneth Shaw 2 fois par semaine. Le docteur Shaw était spécialisé dans les traumatismes familiaux et m'a aidé à comprendre les dynamiques en jeu. Il a expliqué des concepts comme le bouc émissaire et le syndrome de l'enfant roi, comment certaines familles établissent des rôles rigides qui servent les besoins émotionnels des parents plutôt que le bien-être des enfants. Vos parents trouvaient probablement plus facile de concentrer leur attention positive sur un seul enfant, a expliqué le docteur Shaw lors d'une séance, et cela signifiait vous attribuer le rôle de l'enfant à problème même quand vous ne causiez aucun problème. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait ou pas fait. C'est à cause de leurs limites. Ces séances de thérapie sont devenues cruciales à mesure que la procédure judiciaire se poursuivait. La réaction de ma famille aux accusations s'est intensifiée au-delà de ce que j'avais anticipé. Les messages vocaux de mon père sont passés de la colère à la menace. Il prétendait que je détruisais la famille, que je regretterais cette décision, que je faisais une erreur que je ne pourrais pas défaire. Patricia a obtenu une ordonnance de protection temporaire basée sur ces menaces. La police les a prises au sérieux, surtout compte tenu de l'agression précédente. Mon père a reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Il a violé l'ordonnance de protection en moins de 48 heures. Il est apparu à mon immeuble de bureau, exigeant de me parler. La sécurité du bâtiment a appelé la police, qui l'a arrêté pour violation d'une ordonnance de protection. Il a passé une nuit en prison avant de payer sa caution. Cette arrestation a changé la donne. Le procureur chargé de l'affaire d'agression avait maintenant la preuve d'un comportement menaçant continu et d'un mépris des ordres du tribunal. L'avocat de mon père s'est efforcé de limiter les dégâts, mais le schéma était établi. Ce n'était pas une perte de sang-froid ponctuelle. C'était une agression continue. Pendant ce temps, Vanessa a lancé sa propre campagne. Elle a créé plusieurs publications sur les réseaux sociaux avec des photos de Tyler l'air triste, affirmant que j'avais traumatisé son fils en impliquant la police dans une affaire familiale. Elle a commencé à raconter que j'étais mentalement instable, vindicative, et jalouse du bonheur de son fils. Plusieurs proches l'ont cru au début. J'ai reçu des messages demandant ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne pouvais pas simplement m'excuser et passer à autre chose. C'étaient des gens qui n'étaient pas présents à la fête, qui ne connaissaient que la version des événements de Vanessa. Patricia m'a conseillé de garder le silence publiquement, mais de répondre en privé à quiconque posait la question directement. J'ai envoyé les photos à ma cousine Rebecca après qu'elle m'eût laissé un message vocal inquiet. Rebecca a rappelé dans l'heure. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit, la voix tremblante. Vanessa a fait croire que tu avais réagi de manière excessive parce que Tyler avait ouvert un cadeau par accident. Elle n'a pas mentionné que ton père l'avait détruit ou t'avait frappé. Elle réécrit l'histoire pour se donner, à elle et à nos parents, une meilleure image, ai-je expliqué. Je ne suis pas surprise, mais je ne vais pas non plus me battre à ce sujet publiquement. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Rebecca a raconté à plusieurs autres cousins ce qui s'était réellement passé. L'opinion de la famille a commencé à changer, bien que lentement. Certains proches restaient convaincus que j'exagérais ou que je créais un drame inutile. D'autres m'ont contacté avec des excuses pour avoir douté de moi au départ. La sœur de ma mère, tante Monica, m'a rendu visite à la maison 3 semaines après l'incident. Elle a apporté des fleurs et des larmes, s'excusant de ne pas m'avoir mieux protégé quand je grandissais. J'ai vu ta mère te traiter différemment de Vanessa, a avoué Monica. Je me disais que ce n'était pas à moi d'intervenir, que chaque parent a sa propre façon de faire. Mais j'avais tort. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Monica a partagé des histoires que je n'avais jamais entendues sur l'enfance de ma mère. Apparemment, ma mère avait aussi été l'enfant la moins favorisée dans sa propre famille, traitée avec moins de chaleur que ses frères et sœurs. Au lieu de briser ce cycle, elle l'a perpétué avec ses propres filles. Les gens blessés blessent les gens, a dit Monica tristement. Ça n'excuse rien, mais ça pourrait t'aider à comprendre que ce n'était pas à cause de toi. Comprendre la psychologie n'effaçait pas les dommages, mais cela fournissait un contexte. Ma mère n'avait jamais appris une parentalité saine parce qu'elle ne l'avait jamais vécue elle-même. Elle m'avait transmis son traumatisme, et j'avais failli le laisser atteindre Lily. La pensée que Lily puisse grandir en ressentant ce que j'avais ressenti me rendait physiquement malade. Cela justifiait à lui seul chaque action légale que j'avais entreprise, chaque limite que j'avais établie, chaque relation que j'avais coupée. Briser les cycles générationnels nécessitait plus que de bonnes intentions. Cela nécessitait une action décisive.
Les rendez-vous thérapeutiques de Lily ont révélé la profondeur des dégâts causés par cette seule fête. Le docteur Chen a rapporté que Lily avait développé une anxiété autour des occasions d'offrir des cadeaux. Craignant que quelque chose ne tourne mal, elle faisait des cauchemars où Tyler lui volait des choses. Elle avait commencé à se demander si elle méritait de belles choses. La bonne nouvelle, a dit le docteur Chen à David et moi lors d'une consultation parentale, c'est que Lily est résiliente et qu'elle a un soutien solide à la maison. Elle traite ce traumatisme de manière saine, mais cela prendra du temps. Le temps ressemblait à un luxe que je n'avais pas mérité. Je me torturais avec des pensées sur ce que j'aurais dû faire différemment. Peut-être ne pas inviter mes parents à la fête, ou garder les cadeaux coûteux privés, ou empêcher d'une manière ou d'une autre toute la situation. Le docteur Chan m'a aidé à travailler sur cette culpabilité mal placée. Vous n'êtes pas responsable de l'explosion de violence de votre père ou du comportement arrogant de Tyler, me rappelait le docteur Chan à plusieurs reprises. Vous avez organisé une fête d'anniversaire normale. Les gens normaux ne détruisent pas les biens et n'agressent pas leurs enfants. Leurs actions sont de leur responsabilité, pas de la vôtre. Les procédures judiciaires ont traîné jusqu'à leur 2e mois. L'avocat de mon père a essayé toutes les tactiques pour minimiser les charges, prétendant que mon père avait été provoqué, suggérant que la destruction de l'ordinateur était accidentelle, arguant que les membres de la famille ne devraient pas criminaliser des conflits normaux. Rien de tout cela n'a fonctionné. Le procureur avait trop de preuves. Les photographies étaient accablantes. La propre violation de l'ordonnance de protection par mon père démontrait qu'il constituait une menace continue. Le dossier était solide. Mon père a finalement accepté un accord de plaidoyer. En échange de plaider coupable pour agression et méfaits criminels, il recevrait une peine avec sursis, 18 mois de mise à l'épreuve, 60 heures de cours de gestion de la colère, et une amende de 5,000 $. Il serait également tenu de rester loin de moi et de ma famille pendant toute la durée de sa mise à l'épreuve. Patricia a expliqué que c'était en fait un résultat favorable. Il aurait pu faire de la prison. Le juge est indulgent parce que c'est sa première condamnation. Mais le plaidoyer de culpabilité est important. Il établit les faits légalement. Il ne pourra pas prétendre plus tard que rien ne s'est passé ou que vous avez tout inventé. L'affaire pénale résolue, le procès civil ne faisait que commencer. Patricia a déposé une réclamation complète demandant des dommages-intérêts pour les biens détruits, les frais de thérapie de Lily, mes frais de thérapie, la douleur et la souffrance, et des dommages punitifs pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La compagnie d'assurance de mon père a initialement refusé de le couvrir, arguant que les actes intentionnels n'étaient pas couverts par sa police d'habitation. Son avocat a dû payer de sa poche pour la défense civile. Les coûts ont commencé à grimper rapidement, frais juridiques, frais de justice, honoraires des témoins experts. 3 mois après le début de l'affaire civile, l'avocat de mon père a approché Patricia avec une offre de règlement, 10,000 $. Aucune admission de faute au-delà du plaidoyer de culpabilité criminelle. Accord mutuel de non-contact. Patricia a présenté l'offre avec un sourcil levé. C'est insultant compte tenu des dommages réels, mais c'est un point de départ pour la négociation. Que voulez-vous faire? J'ai pensé aux chiffres. Le MacBook avait coûté 1,8 $. La thérapie de Lily coûtait environ 200 $ par séance, 2 fois par semaine. Ma propre thérapie ajoutait un autre coût. Puis il y avait les dommages intangibles, la souffrance émotionnelle de Lily, la violation de notre domicile, l'agression elle-même. Contre-proposé 40,000 $, ai-je dit. Je veux qu'il le sente financièrement comme Lily l'a senti émotionnellement. Patricia a souri sombrement. Voilà qui me plaît. La négociation a duré 6 semaines. L'avocat de mon père a essayé de me dépeindre comme avide et vindicative. Patricia a répliqué avec les rapports du docteur Chen sur le traumatisme continu de Lily et la documentation du docteur Whitmore sur mes blessures. Elle a inclus les déclarations de David et de plusieurs membres de la famille qui avaient été témoins de l'incident. Nous avons trouvé un accord à 32,000 $. Mon père a dû liquider certains investissements pour couvrir cette somme. J'ai déposé le chèque et j'ai immédiatement transféré la majeure partie de la somme sur un fonds pour les études de Lily, exactement comme je l'avais prévu. Vanessa a perdu la tête quand elle a appris l'existence du règlement. Elle a posté sur les réseaux sociaux que j'avais poursuivi notre père âgé pour le profit, omettant commodément qu'il avait 62 ans et était en parfaite santé, ou qu'il avait commis une agression et une destruction de biens. Sa version me faisait passer pour un monstre exploitant un vieil homme confus. Je n'ai pas répondu en ligne,
mais je lui ai envoyé une mise en demeure par l'intermédiaire de Patricia. C'était bref et d'un ton juridique, vos publications sur les réseaux sociaux contiennent des mensonges diffamatoires sur mon caractère et les procédures judiciaires impliquant notre père. De nouvelles déclarations publiques pourraient entraîner des poursuites judiciaires supplémentaires pour diffamation. Toute communication future doit passer par mon avocate. Les publications ont cessé immédiatement. Apparemment, le propre avocat de Vanessa l'avait prévenu que les procès en diffamation étaient une possibilité réelle et que son comportement créait des preuves contre elle. Derrick a demandé le divorce de Vanessa environ 2 mois après l'incident de la fête. Il m'a contacté avant de signifier les papiers, voulant se coordonner concernant Tyler. Je sais que tu dois garder tes distances avec Vanessa, a dit Derrick lors de notre appel téléphonique. Mais Tyler est toujours le cousin de Lily, et c'est un enfant qui gère ses propres problèmes. Si jamais tu es à l'aise avec des visites supervisées entre les enfants, j'aimerais avoir cette opportunité. J'ai apprécié la démarche de Derrick, mais je n'étais pas prête. Tyler ne s'était pas excusé ni n'avait montré aucune compréhension de ce qu'il avait fait de mal. Exposer Lily à lui semblait risqué, même avec une supervision. J'ai dit à Derrick que je considérerais la chose à l'avenir mais que j'avais besoin de temps d'abord. Je comprends, a dit Derrick. Pour ce que ça vaut, j'ai mis Tyler en thérapie maintenant. On lui a diagnostiqué un trouble oppositionnel avec provocation, ce qui explique une partie de son comportement. Pas tout. La parentalité de Vanessa a certainement aggravé les choses, mais il y a aussi une composante clinique. Apprendre que Tyler avait un trouble du comportement m'a fait ressentir de la sympathie pour lui, tout en renforçant l'idée que la distance était appropriée. Tyler avait besoin d'une aide professionnelle et de limites cohérentes, 2 choses que je ne pouvais pas fournir tout en gérant la guérison de ma propre famille. Les réactions ont fusé, rapides et furieuses. Ma mère m'a traité de vindicative et d'ingrate. Vanessa m'a accusé de déchirer la famille pour rien. La famille éloignée s'en est mêlée, la plupart prenant le parti de mes parents sans connaître toute l'histoire. Quelques cousins m'ont contacté en privé pour demander ce qui s'était réellement passé. Je leur ai envoyé les photos, l'ordinateur cassé, mon visage meurtri, Lily pleurant à son propre anniversaire. La plupart se sont tus après avoir vu les preuves. 2 cousins ont exprimé leur choc et offert leur soutien. Pendant ce temps, David a contacté notre assurance habitation au sujet de l'ordinateur détruit. Nous l'avions acheté quelques jours auparavant, et il avait sagement gardé le reçu. Après avoir examiné notre demande ainsi qu'un rapport de police documentant la destruction délibérée, l'expert en assurance a approuvé un remboursement pour la valeur totale de remplacement. J'ai utilisé cet argent pour acheter un nouveau MacBook à Lily, mais j'ai attendu avant de le lui donner. Je voulais que cette affaire soit résolue d'abord, je voulais qu'elle voie que les actions ont des conséquences et que se défendre est important. L'affaire pénale a avancé plus vite que je ne l'espérais. L'avocat de mon père a essayé de la faire rejeter comme une affaire de famille, mais le procureur n'était pas d'accord. Il y avait des photos claires de la destruction, de multiples témoins, et des blessures documentées. Mon père a plaidé coupable pour éviter un procès. Il a reçu une peine avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, des cours obligatoires de gestion de la colère, et une amende. Le juge a également émis une ordonnance de protection l'obligeant à rester loin de moi et de ma famille immédiate. Il devait réussir sa mise à l'épreuve pour éviter la prison. L'affaire civile a pris plus de temps. J'ai poursuivi pour le coût de l'ordinateur original et les frais de thérapie de Lily, elle faisait des cauchemars et des crises d'angoisse depuis l'incident, et des dommages punitifs pour la nature délibérée de la destruction. Patricia a soutenu de manière convaincante qu'il s'agissait d'une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Mon père a combattu l'affaire civile plus durement que les accusations pénales. Son avocat m'a dépeinte comme cupide et vindicative, essayant de profiter d'un désaccord familial, mais les preuves étaient accablantes, et la condamnation pénale rendait notre dossier plus fort. Nous avons réglé à l'amiable. Mon père a payé pour l'ordinateur, couvert la thérapie de Lily pour 6 mois, et ajouté une somme substantielle pour les dommages. Le total s'élevait à un peu plus de 30,000 $. J'ai mis la majeure partie de cette somme sur un fonds pour les études de Lily. Tout au long de cela, ma mère et Vanessa ont continué leur campagne contre moi. Elles postaient sur les réseaux sociaux au sujet des filles ingrates et de la façon dont j'avais détruit la famille. Elles racontaient aux proches que j'avais fait arrêter mon père pour un accident. Elles prétendaient que je tenais les petits-enfants à l'écart par méchanceté. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai partagé l'histoire complète, photos comprises, avec chaque membre de la famille qui posait la question.
J'ai expliqué calmement ce qui s'était passé et pourquoi j'avais intenté une action en justice. Je n'ai rien embelli ni exagéré. Les faits parlaient d'eux-mêmes. L'opinion a changé progressivement. Plus de proches ont envoyé des messages privés de soutien. Plusieurs ont admis qu'ils soupçonnaient mes parents de favoritisme depuis des années mais n'avaient pas voulu causer de problème. Ma tante Monica, la jeune sœur de ma mère, a appelé pour s'excuser d'avoir douté de moi au début. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, a dit Monica. Ta mère t'a toujours traité différemment de Vanessa. Je n'avais juste pas réalisé à quel point c'était devenu grave. Monica avait ses propres histoires sur le comportement de ma mère, des fois où elle avait été cruelle ou manipulatrice, des cas où elle avait joué les favorites parmi ses propres frères et sœurs. Cela m'a aidé de savoir que je n'imaginais pas les schémas que j'avais vus toute ma vie. La thérapie de Lily l'a aidé à traiter le traumatisme. Son thérapeute, le docteur Raymond Chen, a travaillé avec elle pour lui faire comprendre que les adultes de sa vie l'avaient laissé tomber, mais que cela ne signifiait pas qu'elle avait moins de valeur ou qu'elle méritait moins. Il l'a aidé à reconstruire son sentiment de sécurité et lui a enseigné des stratégies pour gérer son anxiété. Après 3 mois, le docteur Chen s'est senti à l'aise pour que nous donnions à Lily le MacBook de remplacement. Nous en avons fait un moment calme et privé, juste notre famille immédiate. Pas de pression ni de spectacle. Lily a pleuré à nouveau, mais cette fois de soulagement et de joie. Elle a immédiatement commencé à explorer les programmes qu'elle voulait apprendre, se perdant dans des projets créatifs. L'ordonnance de protection signifiait que les fêtes devenaient compliquées. Mes parents n'étaient autorisés à aucun rassemblement où je serais présente. Cela a scindé les événements de la famille élargie en célébrations séparées et gênantes. Certains proches ont choisi les événements de mes parents. D'autres ont choisi les nôtres. Quelques-uns ont essayé de maintenir des liens avec les deux côtés. Vanessa s'est complètement alignée avec mes parents. Elle a continué à poster en ligne sur la façon dont j'avais tout gâché, comment Tyler avait été traumatisé par l'implication de la police, comment j'étais vindicative et cruelle. Elle n'a jamais reconnu une seule fois que Tyler s'était emparé de la propriété de quelqu'un d'autre ou que mon père m'avait agressé. Tyler lui-même ne s'est jamais excusé. Mes parents non plus. Ce qui s'en est approché le plus fut une déclaration publiée par l'avocat de mon père lors de l'affaire civile, disant que mon père regrettait l'incident et espérait que la famille pourrait aller de l'avant. Mais il ne m'a jamais contacté directement pour dire ces mots. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Nous avons célébré les fêtes avec la famille de David et les proches de mon côté qui avaient choisi de maintenir le contact. L'ordonnance de protection m'a donné l'espace pour guérir sans la pression constante de pardonner et d'oublier. Lily s'est épanouie dans ses cours de codage et a commencé à concevoir ses propres petits jeux. L'impact financier du règlement s'est étendu au-delà du chèque que j'ai reçu. Mon père a dû vendre son bateau pour couvrir les frais juridiques et le montant du règlement. Ma mère s'est plainte amèrement auprès des proches de la réduction de leur épargne retraite. Ils avaient prévu une croisière pour leur 40e anniversaire de mariage mais ont dû l'annuler par manque de fonds. Je n'ai ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Ils avaient créé la situation par leurs propres actions. S'ils n'avaient tout simplement pas détruit la propriété de Lily et ne m'avaient pas agressé, ils auraient toujours leur bateau et leur projet de croisière. Des conséquences naturelles, comme les appelait le docteur Shaw. Mon père avait 62 ans, il n'était pas une personne âgée comme Vanessa essayait de le prétendre sur les réseaux sociaux, mais il approchait de l'âge de la retraite. Il avait été assez sain et fort pour détruire violemment du matériel électronique coûteux et m'agresser physiquement. Ces mêmes actions entraînaient maintenant le travail est devenu un refuge durant ces mois. Mes collègues du cabinet de marketing où je dirigeais une équipe de designers savaient que quelque chose de grave se passait mais respectaient ma vie privée. Ma patronne, Jennifer Martinez, m'a appelé dans son bureau un après-midi, environ 3 mois après l'incident. Je dois te dire quelque chose qui pourrait être inconfortable, a dit Jennifer avec précaution. Ta sœur a appelé le bureau hier en essayant de te joindre. La réception ne te l'a pas passé, mais elle a laissé un message disant qu'il y avait une urgence familiale. Mon estomac s'est noué. Il n'y a pas d'urgence. Elle me harcèle par tous les canaux qu'elle peut trouver. Jennifer a hoché la tête. Je m'en doutais, c'est pourquoi je te le dis directement au lieu de simplement transmettre le message. J'ai informé la réception que les appels venant d'elle ne devaient pas être transférés ni traités comme légitimes. Si elle se présente en personne, la sécurité s'en chargera. Le fait que Vanessa en soit arrivée à contacter mon lieu de travail montrait son désespoir. Elle voulait avoir accès à moi, probablement pour me mettre la pression afin que j'abandonne mes limites ou que je rétracte mes déclarations.
Avoir le soutien de mon employeur signifiait plus que Vanessa n'aurait pu le réaliser. Les parents de David avaient été d'un grand soutien tout au long de l'épreuve, mais sa mère, Linda, m'a prise à part lors d'un dîner dominical 6 mois après la fête. Je dois te demander quelque chose, et s'il te plaît, sois honnête. As-tu peur que la famille de David traite tes enfants comme ta famille t'a traité? La question m'a prise au dépourvu. J'avais été tellement concentré sur mes propres parents que je ne m'étais pas consciemment inquiété de la répétition des schémas du côté de David. Mais l'inquiétude de Linda était touchante. Je ne vous ai jamais vu traiter nos enfants autrement que comme des petits-enfants chéris, l'ai-je assuré. Vous leur avez montré un amour plus constant que mes parents ne l'ont jamais fait. Les yeux de Linda se sont embués. Bien, parce que regarder ce que ta famille a fait subir à Lily m'a fait examiner mon propre comportement. Je veux m'assurer absolument que je suis juste envers vos 2 enfants, que je ne favorise pas inconsciemment l'un par rapport à l'autre. La conversation a incité David et moi à avoir des discussions plus profondes sur notre propre parentalité. Traitions-nous Lily et notre fils de manière égale? Créions-nous des dynamiques saines ou répétions-nous inconsciemment des schémas? Le docteur Shaw a suggéré des séances de conseil familial, auxquelles nous avons commencé à assister mensuellement. Ces séances ont révélé de petites choses que nous pouvions améliorer, s'assurer que nous accordions un temps égal aux intérêts de chaque enfant, être attentif à la façon dont nous discutions des réussites, veiller à ce que les 2 enfants se sentent écoutés et valorisés. Nous ne faisions pas d'énormes erreurs, mais affiner notre approche a aidé à prévenir des problèmes potentiels. Lily a fait des progrès remarquables en thérapie. Au 7e mois, le docteur Chen a rapporté que son anxiété avait considérablement diminué. Elle faisait encore des cauchemars occasionnels mais avait développé des stratégies d'adaptation. Plus important encore, elle avait intériorisé le fait que l'incident de la fête n'était pas de sa faute et ne définissait pas sa valeur. « Je peux te dire quelque chose ?» m'a demandé Lily un soir pendant que je l'aidais avec ses devoirs. « Je suis contente qu'on ne voit plus papy et mamie. » Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mal de se sentir soulagé d'être en sécurité, loin des gens qui t'ont fait du mal, lui ai-je dit. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens à leur sujet. Je pensais avant que si je me comportais mieux, ou si j'étais plus intelligente ou quelque chose comme ça, ils m'aimeraient autant que Tyler, a continué Lily. Mais papa dit que ça n'a jamais été à cause de moi. C'était à cause d'eux. Ton père a tout à fait raison. Leur comportement reflète leurs limites, pas ta valeur. Lily a hoché la tête lentement. Le père de Tyler a appelé la semaine dernière et a demandé si je voulais faire un appel vidéo avec Tyler un de ces jours. Tyler voulait s'excuser ou quelque chose comme ça. C'était nouveau pour moi. Derek avait dû contacter David. Comment te sens-tu par rapport à ça? Je ne sais pas, a admis Lily. Une partie de moi veut l'entendre dire pardon, mais une partie de moi se fiche de ce qu'il dit. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant? Ça fait de toi quelqu'un avec des limites saines. Tu ne dois ton temps ou ton pardon à personne, même s'il s'excuse. Tu peux décider de ce qui te semble juste pour toi. Lily a réfléchi à cela. Peut-être plus tard. Pas maintenant. J'ai relayé cette conversation à Derek par un bref email. Il a répondu gracieusement, disant que la thérapie de Tyler progressait, mais que les limites de Lily étaient absolument valides. Il continuerait à travailler avec Tyler, que la réconciliation ait lieu ou non. Le divorce entre Derek et Vanessa a tourné à l'aigre. Vanessa s'est battue pour la garde exclusive, prétendant que Derek éloignait Tyler de sa famille. Derek a riposté avec la documentation du comportement permissif de Vanessa et des problèmes comportementaux de Tyler. La bataille pour la garde a traîné pendant des mois. Tante Monica me tenait au courant des dynamiques familiales à distance. Selon elle, mes parents s'étaient isolés. De nombreux proches avaient pris leur distance après avoir appris toute l'histoire. Les réunions de fête étaient plus petites maintenant, avec des divisions claires entre ceux qui soutenaient mes parents et ceux qui ne le faisaient pas. Ta mère est furieuse, m'a dit Monica lors d'un de nos rendez-vous café. Elle croit sincèrement qu'elle est la victime dans tout ça. Elle parle de toi comme si tu étais une étrangère ingrate qui s'est retournée contre la famille sans raison. Mentionne-t-elle jamais la destruction de l'ordinateur de Lily ou le fait que papa m'ait frappé? Ai-je demandé. Jamais. Dans sa version, il y a eu un petit malentendu lors d'une fête, et tu as complètement exagéré les choses. Elle a réécrit toute l'histoire dans sa tête. Le concept psychologique du déni me fascinait et m'horrifiait à parts égales. Ma mère avait été témoin de tout en direct mais s'était convaincue d'une réalité alternative où elle et mon père étaient des victimes irréprochables.
Aucune quantité de preuves ne pénétrerait cette illusion. Mon fils cadet, qui avait 8 ans au moment de l'incident, avait son propre processus à faire. Il avait été témoin de la violence et du chaos mais n'avait pas été la cible directe. Sa thérapeute, le docteur Olivia Grant, a travaillé avec lui sur la compréhension des conflits familiaux et la reconnaissance des schémas de comportement malsains. Les enfants ont besoin de savoir que ce qui s'est passé n'était ni normal ni acceptable, a expliqué le docteur Grant lors d'une réunion de parents. Il a vu son grand-père agresser sa mère. C'est traumatisant, même s'il n'a pas été physiquement blessé. Il a besoin de comprendre que la violence n'est jamais correcte, même au sein des familles. Les 2 enfants ont participé à des séances de thérapie familiale où nous avons discuté de la résolution saine des conflits, des expressions appropriées de la colère, et de la différence entre des personnes imparfaites et des personnes dangereuses. C'était un travail intense mais nécessaire. David luttait avec sa propre culpabilité de ne pas être intervenu plus vite pendant la fête. Il avait été figé par le choc au début, ne réagissant qu'après que mon père eut déjà détruit l'ordinateur et m'eut frappé. Son propre thérapeute l'a aidé à travailler sur ses sentiments d'échec concernant la protection de sa famille. Je continue de rejouer la scène dans ma tête, a avoué David lors d'une de nos conversations tardives. Je me demande ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu arrêter ça avant que ça n'aille aussi loin. Tu leur as tenu tête quand j'avais besoin de toi, lui ai-je rappelé. Tu les as mis dehors. Tu as soutenu chaque décision que j'ai prise depuis. Ça compte plus que des réactions en une fraction de seconde face à une situation impossible. J'aurais dû voir les schémas plus tôt. J'aurais dû m'opposer à la façon dont ils te traitaient au fil des ans. Nous avons tous les deux fait des choix qui semblaient justes à l'époque. Nous faisons des choix différents maintenant. C'est à ça que ressemble la croissance. L'ordonnance de protection est arrivée à échéance après 1 an. L'avocat de mon père a demandé qu'elle soit levée, arguant qu'il avait terminé sa mise à l'épreuve avec succès et ne posait aucune menace. Patricia a plaidé pour une extension basée sur sa violation de l'ordonnance de protection initiale et son manque de responsabilité sincère. Le juge s'est rangé de notre côté, prolongeant l'ordonnance pour 2 ans supplémentaires. Mon père devrait démontrer un changement de comportement durable avant d'être autorisé à tout contact, et même alors, j'aurai l'option de maintenir les limites. La présence de Vanessa sur les réseaux sociaux s'était considérablement calmée après l'avertissement pour diffamation, mais elle postait encore occasionnellement sur la douleur de l'éloignement familial et sur le fait que, certaines personnes, préféraient avoir raison plutôt que de maintenir des relations. Les publications passives-agressives étaient clairement dirigées contre moi, mais soigneusement formulées pour éviter les problèmes juridiques. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes. Si elle voulait perdre son temps à poster à mon sujet, c'était son choix, mais je n'avais pas besoin de le voir. Plusieurs cousins qui nous suivaient toutes les 2 m'ont rapporté que les publications donnaient à Vanessa un air amer et obsédé plutôt que sympathique. La situation de Tyler me pesait malgré notre distance. C'était un enfant aux prises avec un trouble du comportement et une mère qui ne parvenait pas à fournir les conseils appropriés. La bataille pour la garde de Derek a abouti à une garde partagée, mais avec des exigences strictes pour que Vanessa suive des cours de parentalité et que Tyler poursuive sa thérapie. Ce n'est pas l'idéal, m'a dit Derek lors d'un de nos points occasionnels. Mais c'est mieux que Vanessa ayant une influence incontrôlée. Tyler a besoin de structure et de conséquences. Vanessa ne lui donne ni l'un ni l'autre. La réussite professionnelle est devenue une lueur d'espoir durant cette période difficile. J'ai reçu une promotion au travail, assumant un rôle de cadre supérieur. La stabilité et la réussite faisaient du bien, preuve que je pouvais fonctionner et exceller malgré les tourments familiaux. Les compétences de Lily en codage ont progressé de manière remarquable. Elle a créé un jeu simple sur un personnage échappant à un environnement toxique et trouvant une communauté sûre. Le symbolisme n'était pas subtil, mais l'exécution était impressionnante pour son âge. Son instructeur de technologie l'a soumis à un concours de programmation pour jeunes. Lorsque Lily a remporté la 3e place dans sa catégorie d'âge, nous avons célébré juste avec notre famille immédiate et les parents de David. C'était intime et joyeux, libre de l'anxiété qui avait tourmenté son précédent anniversaire. Elle a fait un petit discours de remerciement lors de la cérémonie de remise des prix, remerciant David et moi de soutenir ses rêves. Environ 6 mois après l'incident de la fête, j'ai reçu un appel inattendu du mari de Vanessa, Derek. Nous n'avions jamais été proches, mais il avait toujours été gentil avec mes enfants. Je dois te dire quelque chose, a dit Derek sans préambule. Je demande le divorce de Vanessa. Tyler a eu de graves problèmes de comportement à l'école, vol d'autres enfants, destruction de leurs biens.
Le directeur dit que c'est récurrent. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé d'entendre ça. Ne sois pas désolé, a continué Derrick. C'est ma faute de ne pas l'avoir vu plus tôt. Après ce qui s'est passé à la fête de Lily, j'ai commencé à prêter plus d'attention à la façon dont Vanessa l'élève. Elle ne lui dit jamais non. Elle l'encourage à prendre tout ce qu'il veut. Elle l'élève pour qu'il soit arrogant et cruel. Derrick a expliqué qu'il avait essayé de mettre en place des conséquences à la maison, mais que Vanessa le sapait constamment. Elle a convaincu Tyler que les règles ne s'appliquaient pas à lui, qu'il méritait un traitement spécial. L'école envisageait l'expulsion. Je voulais que tu saches que je te crois, a dit Derrick à propos de tout ce qui s'était passé. Je l'ai vu moi-même et je n'ai rien fait, et j'en ai honte. Tu as protégé Lily comme j'aurais dû protéger Tyler de la mauvaise éducation de sa propre mère. La conversation m'a laissé troublé. Je ne ressentais aucune satisfaction à apprendre que Tyler était en difficulté. C'était un enfant que les adultes de sa vie laissaient tomber, mais je ne pouvais pas non plus réparer cette situation. Tyler n'était pas ma responsabilité, et maintenir une distance avec Vanessa était nécessaire pour le bien-être de ma propre famille. Derrick est allé au bout de sa décision, demandant le divorce de Vanessa environ 2 mois après m'avoir appelé pour la première fois. La procédure de divorce est devenue contentieuse, avec des batailles pour la garde et des accusations volant entre les deux parties. Une année a passé. Les affaires juridiques se sont complètement conclues. Mon père a terminé sa mise à l'épreuve et ses cours de gestion de la colère. L'ordonnance de protection est restée en place à ma demande. J'ai construit une vie qui n'incluait pas mes parents ou Vanessa, et je n'avais aucun intérêt à retourner vers ce dysfonctionnement. Lily a eu 13 ans. Nous avons organisé une autre fête, cette fois avec seulement les gens qui se souciaient vraiment d'elle. Elle a ri librement et a ouvert ses cadeaux sans anxiété. Elle avait créé plusieurs projets de codage impressionnants à ce moment-là et avait été acceptée dans un programme d'été compétitif pour jeunes programmeurs. Pendant la fête, la mère de David m'a prise à part. « Je suis fière de la façon dont tu as tout géré », a-t-elle dit. « Je sais que ça n'a pas dû être facile, de tenir tête à tes propres parents comme ça. C'était la décision la plus facile que j'ai jamais prise, ai-je répondu honnêtement. La partie difficile a été de mettre si longtemps à le faire. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu as montré à Lily qu'elle compte, que ses sentiments et ses limites méritent le respect. C'est le cadeau le plus important que tu pouvais lui faire. Lily a soufflé ses bougies entourées de gens qui l'aimaient. Elle a fait son vœu avec un sourire sincère. Personne n'a attrapé ses cadeaux. Personne ne s'est moqué d'elle ou n'a diminué sa joie. C'était tout ce que son précédent anniversaire aurait dû être. Plus tard ce soir-là, alors que je bordais Lily, elle m'a interrogé sur mes parents. C'était la première fois qu'elle les mentionnait depuis des mois. « Tu penses que papy est désolé pour ce qu'il a fait ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à la façon de répondre honnêtement sans l'accabler avec des complexités d'adulte. Je pense que papy regrette peut-être que ses actions aient eu des conséquences pour lui, mais je ne pense pas qu'il comprenne qu'il t'a blessé ou que ce qu'il a fait était mal. Lily a hoché la tête pensivement. Je suis contente qu'on ne les voit plus. Je pensais avant que quelque chose clochait chez moi parce que mamie et papy préféraient Tyler. Il n'y a rien qui cloche chez toi, ai-je dit fermement. Leur comportement dit tout sur eux et rien sur toi. Tu es brillante, gentille et créative, et n'importe quel grand-parent devrait être honoré de te connaître. Elle a souri et m'a fait un câlin. Bonne nuit. En quittant sa chambre, j'ai senti le poids de ces mois difficiles se transformer en quelque chose de gérable. Nous avions survécu. Plus que cela, nous avions établi des limites qui protégeaient notre famille et enseignaient à nos enfants de précieuses leçons sur le respect de soi. Ma mère a fait une dernière tentative de réconciliation environ 18 mois après l'incident. Elle a envoyé une lettre à mon domicile, contournant les restrictions de communication de l'ordonnance de protection en utilisant la poste au lieu d'un contact direct. La lettre prétendait que ses petits-enfants lui manquaient et espérait que nous pourrions laisser le passé derrière nous. La lettre ne mentionnait jamais l'agression. Elle ne reconnaissait pas l'ordinateur détruit ou le traumatisme de Lily. Elle n'incluait pas d'excuses pour aucun de leurs comportements. Au lieu de cela, elle présentait toute la situation comme un malentendu que j'avais exagéré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré la lettre à Patricia, qui l'a documentée comme une violation de l'esprit, sinon de la lettre, de l'ordonnance de protection. Patricia a envoyé une réponse formelle réitérant que tout contact devait cesser et que la réconciliation nécessiterait une véritable responsabilité, ce qui n'avait pas été démontré.
Je n'ai plus jamais entendu parler de ma mère directement. Elle a continué à poster au sujet de ses petits-enfants sur les réseaux sociaux les autres enfants de Vanessa issus de son second mariage après son divorce d'avec Derek. Elle n'a jamais mentionné Lily ou mon fils. Nous avons été effacés de son récit, et honnêtement, cela a été un soulagement. La question que les gens me posaient le plus souvent était de savoir si je regrettais d'avoir porté plainte. La réponse était simple et immédiate, non, pas un seul instant. Mon père a fait face aux conséquences pour agression et destruction de biens, des crimes qu'il a réellement commis. Ces conséquences étaient légères par rapport à ce qu'il aurait pu recevoir. Il n'a jamais passé un jour en prison au-delà de sa brève détention après avoir violé l'ordonnance de protection. Il a payé des amendes et suivi des cours. L'ordonnance de protection l'empêchait seulement de me contacter, pas de vivre sa vie librement. Pendant ce temps, Lily a appris que quelqu'un se battrait pour elle, que sa douleur comptait, que l'injustice pouvait être traitée par les voies appropriées. Elle a vu son père et moi refuser d'accepter la violence au nom de l'harmonie familiale. Ces leçons la serviraient bien plus longtemps que le maintien d'une relation toxique avec mes parents ne l'aurait jamais fait. Quant à ma relation avec mes parents, rien de valeur n'a été perdu. Ils n'avaient jamais été aimants ou encourageants. Ils avaient joué les favoris, encouragé la cruauté, et finalement basculé dans la violence physique. S'éloigner de cela n'était pas une perte, c'était une libération. Lily a continué à exceller dans ses cours de programmation. David a eu une promotion au travail. Mon plus jeune fils a rejoint l'équipe de robotique de l'école. Nous avons construit une vie remplie d'affection sincère et de respect mutuel. Nous avons célébré les fêtes sans marcher sur des œufs. Nous avons invité des amis sans craindre d'éclats de colère. Parfois, je pensais à mes parents et à Vanessa, me demandant s'ils développeraient un jour une conscience de leur comportement. La plupart du temps, j'espérais que Tyler finirait par obtenir l'aide et les conseils dont il avait besoin, même si je ne pouvais pas les lui fournir à distance. Mais ces pensées venaient rarement. J'étais trop occupé à vivre la vie que nous avions construite, une vie où les anniversaires étaient célébrés avec joie, où les cadeaux allaient à leur destinataire prévu, où les enfants apprenaient leur valeur par des actes plutôt que par des mots. C'était la vraie vengeance contre les gens qui avaient essayé de nous faire sentir petits, ma fille et moi. Nous n'étions pas petits. Nous étions forts. Et chaque jour où nous choisissions la gentillesse plutôt que la cruauté, le respect plutôt que la domination, et l'amour sincère plutôt que l'obligation toxique, prouvait exactement combien nous avions gagné en nous éloignant de personnes incapables d'offrir la même chose.